Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce soir. Au Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le Roi a présidé hier un conseil des ministres. Révision du système de santé, une nouvelle charte de l'investissement et création de nouvelles instances pour la communauté juive marocaine à l'agenda des travaux de ce conseil. Des nouveautés doublées de secteurs stratégiques pour le royaume, elles s'érigent en tant que priorité. Éclairage dans ce journal avec professeur Anil Laridi, expert international en stratégie et diplomatie économique et souveraineté. Le secteur touristique se refait une santé après 2 saisons de léthargie pour cause de Covid. Tout un programme entériné pour soutenir l'activité. La dernière en date, le lancement du visa électronique pour les voyageurs désireux de se rendre au Maroc. Reportage à Essaouira. Avant de développer ces titres, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné ses hautes instructions pour l'ouverture de Souk Salihin à l'arrondissement Tabrikt à Salé. Un projet de grande envergure dont les travaux de réalisation ont été lancés par le souverain le 24 octobre 2017. Un projet intégré de 361 millions de dirhams réalisé sur hautes instructions royales. Il est destiné à promouvoir les conditions socio-économiques de milliers d'habitants et à dynamiser l'activité économique au niveau de la ville. Abritant 1483 locaux, le projet vise la promotion des conditions de travail des commerçants, l'éradication des constructions insalubres, la libération des voies et espaces publics et l'embellissement du paysage urbain. Souk Salihin, réalisé sur haute orientation royale, c'est une expérience inédite et un modèle novateur de gouvernance des politiques publiques à destination du secteur informel. Les hautes orientations royales se trouvent concrétisées à travers le transfert des locaux aux commerçants et professionnels bénéficiaires moyennant des prix prenant en considération la nature de leurs activités commerciales et professionnelles et leur situation sociale avec des facilités de paiement du montant d'acquisition. Et ce, tout en bénéficiant du programme Intelaqa. La France célèbre le 14 juillet. À cette occasion, Sa Majesté le Roi a adressé un message de félicitations au président de la République française Emmanuel Macron. Le Maroc et la France, souligne le message royal, entretiennent une amitié ancienne et solide. Je suis persuadée que notre excellente coopération demeurera un facteur de progrès pour nos deux peuples et pour l'espace euro-méditerranéen, écrit le souverain. Message royal de condoléances et de compassion aux membres de la famille du journaliste Abdallah Stouki. Sa Majesté le Roi dit partager les sentiments de la famille du défunt suite à la perte d'un journaliste distingué. Génération des pionniers et des hommes de médias qui ont contribué, grâce à leurs compétences avérées, au développement de la presse écrite et à l'enrichissement de la scène médiatique nationale par d'importantes contributions, reflétant l'expertise qu'il a accumulée, son grand professionnalisme et sa riche culture, écrit encore le souverain. Un agenda bien fourni au Conseil des ministres, présidé hier par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Palais Royal à Rabat. Le souverain était accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan. La refonte du système de la santé, la généralisation de la protection sociale, la charte de l'investissement ou encore les nouvelles mesures en faveur de l'organisation de la communauté juive marocaine étaient au menu de ce Conseil. Nisra El Hamdaoui. Au début des travaux de ce Conseil des ministres, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le ministre de la Santé et de la Protection sociale a présenté un exposé sur un projet de loi cadre relatif au système national de santé. Ce projet de loi cadre a été élaboré en exécution des hautes instructions royales pour la révision du système de santé pour qu'il soit à la hauteur du chantier de la généralisation de la protection sociale ordonné par le souverain. Ce projet de réforme structurant est basé sur 4 piliers fondamentaux. Premier pilier, l'adoption d'une bonne gouvernance. L'objectif étant de renforcer les mécanismes de régulation de l'action des acteurs et de consolider la gouvernance hospitalière et la planification territoriale de l'offre sanitaire sur tous les niveaux. D'abord sur le plan stratégique, à travers la création d'une haute autorité de la santé, d'une agence des médicaments et des produits de santé et d'une agence du sang et des produits dérivés du sang. Au niveau central, cette bonne gouvernance passera par la révision des missions, de fonctions et de l'organisation de l'administration centrale.
Sur le plan territorial, des groupements sanitaires territoriaux verront le jour. Ils seront chargés principalement de l'élaboration et de l'exécution du programme national régional et du renforcement des mécanismes de coopération et de partenariat entre les secteurs publics et privés. Deuxième pilier de ce projet de réforme, la valorisation des ressources humaines, notamment à travers l'élaboration de la loi sur la fonction publique sanitaire en vue de motiver le capital humain dans le secteur public, réduire le manque actuel en ressources humaines, réformer le système de formation tout en s'ouvrant sur les compétences médicales étrangères et en encourageant les cadres médicaux marocains résidant à l'étranger à retourner exercer dans leur pays. Le troisième pilier du projet de réforme du système de santé est axé sur la mise à niveau de l'offre sanitaire en vue de répondre aux attentes des Marocains en matière de facilitation de l'accès aux services médicaux, l'amélioration de leur qualité et la répartition équitable des services hospitaliers à travers le territoire national. Cela passe par la réhabilitation des structures sanitaires primaires, la mise à niveau des hôpitaux, l'instauration de l'obligation de respect du parcours de soins, en plus de la création d'un système d'homologation des établissements de santé. Le quatrième pilier porte sur la digitalisation du système de santé, à travers la mise en place d'un système informatique intégré pour le groupement, le traitement et l'exploitation des principales informations ayant trait au système de santé. Dans un exposé, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques a présenté le projet de loi cadre formant charte de l'investissement. Ce projet s'attellera à améliorer l'impact de l'investissement en matière de création d'opportunités d'emploi permanents et de réduction des disparités entre les provinces et préfectures en termes d'attractivité des investissements. Il s'attachera également à orienter l'investissement vers des secteurs productifs à forte valeur ajoutée et à réaliser le développement durable. Ce projet formant charte de l'investissement a comme finalité de renforcer l'attractivité du royaume afin d'en faire un pôle continental et international dans le domaine des investissements directs étrangers. Il vise aussi l'amélioration du climat des affaires, la facilitation de l'opération d'investir et d'augmenter la contribution de l'investissement privé national et étranger. Pour cela, un dispositif de soutien dédié au projet stratégique a été mis en place, en plus de 3 dispositifs spécifiques à la promotion des petites et moyennes entreprises et des entreprises marocaines qui envisagent de développer leurs capacités à l'international. Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques a affirmé que le gouvernement a adopté également une série de mesures parallèles pour accélérer les chantiers relatifs à la simplification et à la digitalisation des procédures, à la facilitation de l'accès au foncier, à l'amélioration de la gouvernance et au renforcement de l'implication des secteurs privés et bancaires dans le domaine de l'investissement. Le Conseil des ministres a adopté ces 2 projets, le projet de loi cadre relatif au système national sanitaire et le projet de loi cadre portant charte de l'investissement. Le Conseil a également adopté successivement un projet de loi et 2 projets de décret. Le projet de loi relatif aux armes à feu, leurs pièces, éléments, accessoires et munitions. Ce texte vise à moderniser et améliorer l'arsenal juridique relatif aux armes à feu à usage civil pour qu'il accompagne les mutations sociales et technologiques, et ce à travers la mise en place d'un registre national électronique des armes à feu et l'organisation et le contrôle des opérations de vente et de possession des différentes armes à feu. Le texte prévoit aussi des dispositions encadrant les opérations d'introduction et de sortie de ces armes du territoire national. Le projet de décret adopté relatif au contrôle de l'exportation et de l'importation des biens à double usage, civils et militaires, et des services qui leur sont liés, détermine les représentants de l'administration au sein de la commission spéciale de ces biens et les modalités d'octroi, de modification, de suspension et de retrait des licences de leur exportation et importation, ainsi que les conditions et les modalités de désignation des agents habilités à identifier les infractions des dispositions de la loi relative à ces biens.
Autre projet de décret adopté, celui complétant le décret relatif à la situation des attachés militaires, de leurs adjoints et des autres personnels militaires affectés auprès d'eux. Ce texte vise à créer le poste d'attaché militaire auprès des ambassades du Royaume en Inde et en Turquie. Le Conseil des ministres a approuvé 16 conventions internationales, dont 9 bilatérales et 7 multilatérales. Les conventions bilatérales concernant l'espace africain dans les domaines du transport, de la logistique, de l'encouragement et de la protection des investissements, l'espace du Golfe et du Moyen-Orient dans les domaines de la coopération économique, commerciale, touristique et des affaires, l'espace européen dans les domaines de l'enseignement et des travailleurs marocains à l'étranger, ainsi que l'espace asiatique dans le secteur des services aériens. S'agissant des conventions internationales, 3 d'entre elles portent sur la création du siège de l'Union panafricaine de la jeunesse au Maroc, la reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur et de leur niveau dans les pays africains et la création d'un programme africain de coopération technique. Les conventions restantes concernent l'adhésion à la Convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation des compétitions sportives, la création de la Fondation internationale des aides à la navigation maritime, le paiement de la pension alimentaire Nafaka à l'étranger au profit des enfants et de la famille et la protection des travailleurs des risques professionnels. Et conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative de la ministre de l'économie et des finances, Sa Majesté le Roi a bien voulu nommer M. Khalid Safir, directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion. M. Abdelatif Zernoun, directeur général de l'Agence nationale de gestion stratégique des participations de l'État et de suivi des performances des établissements et entreprises publiques. Et à l'initiative du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, Sa Majesté le Roi a nommé M. Nourdine Boutayeb, président du directoire du Crédit agricole du Maroc, M. Abderrahim Houmi, directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts, et à l'initiative du ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, Sa Majesté le Roi a bien voulu nommer Monsieur Ali Sedeki, directeur général de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Au terme des travaux du Conseil, le ministre de l'Intérieur a présenté devant Sa Majesté le Roi un exposé portant sur les mesures élaborées en application des hautes instructions royales concernant l'organisation de la communauté juive marocaine. Ces mesures tirent leur fondement de la charge suprême qui incombe à Sa Majesté le Roi en sa qualité d'émir al-Mu'minin et garant du libre exercice des cultes pour l'ensemble des Marocains, toutes confessions religieuses confondues, et viennent consacrer l'affluent hébraïque en tant que composante de la culture marocaine riche de ses multiples affluents. Le dispositif soumis à la haute appréciation royale, élaboré au terme de larges consultations avec les représentants de la communauté juive et des personnalités y appartenant, ce dispositif comprend les instances suivantes. Le Conseil national de la communauté juive marocaine. Il veille à la gestion des affaires de la communauté et la sauvegarde du patrimoine et du rayonnement culturel et cultuel du judaïsme et de ses valeurs marocaines authentiques. Des comités régionaux issus du Conseil seront chargés de gérer les questions et les affaires quotidiennes des membres de la communauté. Autre instance, la Commission des Juifs marocains de l'étranger. Celle-ci œuvre à consolider les liens des Juifs marocains établis à l'étranger avec leur pays d'origine, à renforcer le rayonnement culturel et culturel et à défendre les intérêts suprêmes du royaume. Et enfin, la Fondation du judaïsme marocain, qui a pour mission de promouvoir, de veiller au patrimoine immatériel judéo-marocain, de sauvegarder ses traditions et de préserver ses spécificités. Retour sur ces grandes annonces et projets de loi avec Annie Laridi, expert international en stratégie, en diplomatie économique et souveraineté. Professeur, bonsoir, merci d'être avec nous. Un honneur, madame, comme toujours. Nous nous arrêtons d'abord sur une urgence, la révision du système de la santé pour qu'il soit à la hauteur du chantier de la généralisation de la protection sociale ordonnée par le souverain. Et nous sommes devant une urgence, nous sommes toujours dans un contexte pandémique qui a mis à mal notre système de santé. Que promet la future refonte ? Vous savez, à suivre avec beaucoup d'intérêt justement les nouvelles et l'excellent reportage que vous venez de présenter
relatif à ce Conseil des ministres présidé par notre cher souverain, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, on ne peut qu'être fier en tant que Marocain d'abord. Et je me rappelle une double sagesse qui a été prononcée à quelques années de différence par deux Athéniens, par deux Grecs, à savoir Périclès et Platon, le grand politicien Périclès et le grand philosophe Platon. Et tous deux se mettaient d'accord sur le fait que c'était l'humain qui faisait la cité. Et je pense que cette double sagesse, elle reflète clairement, elle incarne cette haute vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, depuis le début de son glorieux règne, qui a mis l'humain, qui a mis la citoyenne marocaine et le citoyen marocain, femme d'abord toujours, en premier, jusqu'à arriver aujourd'hui à ce nouveau modèle de développement qu'on veut en fait implanter. Alors c'est le fil conducteur qu'on retrouve justement dans l'ensemble en fait des points de ce riche en fait Conseil des ministres, à commencer par le volet sanitaire. Et qui dit en fait volet sanitaire, je rappelle, si besoin y a-t-il de rappeler, les deux grands chantiers majeurs, deux chantiers royaux qui ont été lancés par notre souverain. Le premier qui est unique dans l'espace, dans notre géographie, mais qui est unique aussi par benchmark vis-à-vis d'autres pays qui ont le même niveau de développement et le même niveau de richesse matérielle, parce que notre pays était très riche aussi matériellement grâce à ses femmes et ses hommes et sa culture diversifiée, on y viendra, mais donc par rapport à d'autres pays du même niveau de PIB. Et là je parle bien en fait du volet de la couverture sociale qui est élargie, d'accord. Et le volet sanitaire, pour ceux qui ne le savent pas, il sera atteint avec une couverture se rapprochant ou atteignant les 100% d'ici quelques semaines, c'est-à-dire d'ici le mois de décembre. Une prouesse, il faut en être en fait fier en tant que Marocain. Et justement ces réformes-là viennent pour soutenir ce haut projet royal, cette haute vision royale d'un Maroc où tous les citoyens sur toutes les 12 régions du Maroc, sur toute la pyramide, quel que soit leur âge, d'accord, parce qu'il faut garantir la dignité aux plus âgés, mais il faut aussi garantir ce droit à la vie, ce droit à la bonne santé à ceux qui sont plus jeunes, et mais aussi à travers en fait toutes les composants de notre société, notre pyramide sociale, une couverture sociale, une couverture sanitaire qui est élargie. Et à côté de cela, un chantier en fait très unique aussi, mais aussi qui vise à faire preuve de transmutation, de transformation, de faiblesse en force et de menace en opportunité, à savoir la souveraineté sanitaire, un thème majeur des derniers discours et des dernières orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a toujours été présent, mais qui a été renforcé depuis la crise sanitaire, notamment avec un chantier qui a été lancé en fait en début d'année. On était ensemble sur ce plateau en fait pour en discuter. Et le point en fait majeur ici, c'est de doter le Maroc d'une plateforme qui est intégrée, qui est riche de création d'emplois, de création de valeur et de richesses, mais qui vise à avoir une industrie pharmaceutique totale 360 degrés, commençons par les besoins du moment, à savoir en fait les besoins en vaccins, notamment en Covid. Élargissons cela à des besoins de vaccins en fait plus diversifiés pour le continent africain, pour couvrir 60% de ses besoins en quantité et en qualité, en diversité, et 70% des besoins marocains. Remontons la chaîne de valeur, non seulement pour produire les vaccins, mais pour élargir aussi la gamme des produits pharmaceutiques qui seront produits sous licence, mais aussi en fait avec licence propre marocaine, et en amont avec les active pharmaceutical inputs, avec les matières premières en fait stratégiques. Et au vu du fait qu'on a un investisseur stratégique parmi d'autres, d'ailleurs en fait c'est un investissement qui reflète toute la confiance en fait des investisseurs étrangers dans le Maroc. On parle de pays en fait asiatiques qui sont représentés de par en fait leur entreprise. On parle aussi de pays transatlantiques. On parle de pays européens avec une vocation africaine. Mais ici en fait ce qui est très important, c'est de rappeler aussi que Recifar, qui est l'un des principaux partenaires, appartient à 100% à EQT, qui est un fonds d'investissement suédois, scandinave, connu pour ses investissements long terme et pour ses investissements créateurs de valeur ajoutée. Et son seul investissement dans notre région, dans notre continent et au Maroc. Donc c'est une confiance qui est réelle et concrète dans notre doing business, dans le Maroc, comme terme de stabilité, comme terme de force, mais aussi comme portail par rapport à l'Afrique. Alors justement, c'est l'investissement, la migration du climat des affaires et tout ça, c'est des priorités et non des moindres. On en parle cette fois-ci avec la nouvelle charte de l'investissement dont le projet 4, on l'a vu, est également validé en Conseil des ministres. Elle devrait être opérationnelle cet été. Le projet ambitionne d'améliorer l'impact de l'investissement, notamment en matière de création d'emplois, d'opportunités, en termes d'attractivité. Nous y reviendrons, professeur, juste après ce sujet, signé Mariam El-Messi. Le défi majeur consiste à opérer une véritable mise à niveau du système de santé conformément aux meilleurs standards et en synergie totale entre secteur public et privé. Cette même logique doit guider la mise en œuvre de la réforme des entreprises et établissements publics et présider à la réforme fiscale qui convient de conforter avec la plus grande célérité par une nouvelle charte compétitive de l'investissement. Au 8 octobre 2021, devant le Parlement, Sa Majesté le Roi plaide pour l'adoption d'une charte de l'investissement compétitive. 8 mois plus tard, ce projet de réforme voit le jour. Pleinement ancré dans l'esprit du nouveau modèle de développement,
la nouvelle charte de l'investissement s'assigne 3 objectifs majeurs. Création de l'emploi, promotion d'un développement équitable des territoires et priorisation des secteurs porteurs de l'économie nationale. Toutes ces grandes lignes ont été présentées devant le souverain lors d'une séance de travail. C'était le 16 février dernier. Le document sera implémenté dans le cadre de dispositions juridiques et de génération de lois cadres, notamment celles relatives à la protection sociale. La charte devrait comporter une série d'engagements opérationnels pour une relance de l'investissement. Le processus de décentralisation des investissements est amorcé. Il est désormais nécessaire de capitaliser sur ces investissements pour stimuler l'emploi et ce conformément aux orientations royales. Au cœur du projet de la nouvelle charte se place tout un dispositif de soutien. Prime commune, prime territoriale additionnelle et prime sectorielle additionnelle. D'autres mesures d'appui spécifiques seront élargies aux très petites et moyennes entreprises. Des primes territoriales seront accordées aux investisseurs, une manière de les inciter à s'implanter dans les territoires les moins favorisés. Cela viendra s'ajouter aux indemnités sectorielles destinées à promouvoir les secteurs porteurs de croissance, pour ainsi établir une répartition équitable des investissements. Une feuille de route ambitieuse qui fixe le cap sur des secteurs productifs à forte valeur ajoutée. La charte prévoit de porter la part de l'investissement privé aux 2/3 de l'investissement total à l'horizon 2035. Le Royaume s'impose ainsi en pôle continental et international dans le domaine des investissements. Alors professeur, la nouvelle charte de l'investissement est un chantier prometteur à bien des égards. Dans quelle mesure il contribuera justement à la création de la valeur ajoutée en termes du climat des affaires, de l'attractivité des investissements directs étrangers et en termes d'appui à la petite et moyenne entreprise? Qui est très importante, qui est très cruciale. On parlait tout à l'heure de l'humain, de préserver le droit à la vie et la santé en fait de nos citoyens. Il faut aussi garantir la prospérité de nos citoyens à travers en fait nos citoyennes et de nos citoyens. J'y tiens, c'est un point d'honneur. Au travers justement de la création d'emplois. D'accord? Et cette création d'emplois doit être faite de manière horizontale et de manière verticale. Alors de manière horizontale, c'est au travers de tout le territoire marocain, des 12 régions que font en fait le Royaume du Maroc, notamment en favorisant de l'investissement dans les régions aujourd'hui qui ont encore un fort potentiel, d'accord, de développement, si bien en fait et de création d'emplois. À travers aussi un pôle en fait qui est sur 3 niveaux. Le premier en fait, il vise à renforcer en fait les grands chantiers stratégiques, notamment, je rappelle en fait on parlait tout à l'heure de souveraineté médicale et pharmaceutique. Il faut aussi rappeler en fait la souveraineté énergétique qui est un thème crucial par rapport au Maroc, où de grands pans ont été franchis. Il y a encore en fait un besoin d'investissement en fait et de continuité. Il y a aussi le volet très important de la sécurité alimentaire, où le Maroc non seulement aujourd'hui joue un rôle mondial grâce justement aux engrais, grâce aux phosphates, grâce aussi à une expertise qui est réelle de management sur le terrain, mais il peut aussi jouer un rôle de pilote. Et l'agriculture permet le développement du territoire, tout le territoire, parce que l'industrie elle est importante, elle est fondamentale pour création de valeur ajoutée, etc. Mais elle ne peut pas être généralisée sur tout le territoire. Et c'est important de créer de la valeur dans le rural. C'est important de renforcer aussi l'entreprise dans le rural et avec un focus line en fait de locomotive ou des projets en fait clés tels que celui dont on parlait tout à l'heure du cluster intégré pharmaceutique, mais aussi l'automobile l'a joué à un certain moment et continue de le jouer, ainsi que d'autres clusters, le cluster chimique aujourd'hui qui est un grand exportateur et créateur de valeur ajoutée, c'est très important, tire avec eux tout un sillage de PME, des TPE, avec en fait une logique de commande, de flux de poules en fait où ils se retrouvent. Mais il y a aujourd'hui aussi importance de veiller à ce que des TPE, des PME qui ne peuvent pas bénéficier justement de cet effet de locomotive aussi, et aussi leurs propres bus et aussi leurs propres moyens de locomotion vers plus de développement et donc plus de création d'emplois, notamment, encore une fois j'y reviens, dans les régions défavorisées, et notamment aussi dans le rural. Le rural est très fondamental et mettre en place en fait un modèle qui est spécifique en fait et réussi par rapport au rural, et on est en train d'y arriver, est un booster en fait important, notamment en cette période de défi économique mondial. Alors professeur, on retient une grande annonce au cours de ce conseil, la présentation par le ministre de l'Intérieur d'un exposé sur les mesures élaborées en application des hautes instructions royales concernant l'organisation de la communauté juive marocaine. Alors une nouvelle confirmation de la composante juive avec la création de nouvelles instances, le Conseil national de la communauté juive marocaine, la Commission des juifs marocains de l'étranger et la Fondation du judaïsme marocain. Quelle est la symbolique de ces nouvelles instances et quel sera le rapport dans la confirmation de cette partie du judaïsme qui fait partie intégrante de notre identité, de notre histoire?
Alors, et on en est fiers, on en est très heureux en tant que Marocains. Et ce qui fait aussi cette union nationale, justement, qui a toujours été, qui sera toujours autour de notre roi, mais aussi en fait autour de nos fondamentaux, et qui fait notre force dans les moments des défis, et aussi notre prospérité dans des moments aussi où l'opportunité se présente. Petit clin d'œil très simple, en fait, à son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de Singapour, qui était en visite officielle au Royaume du Maroc. Il a rencontré son homologue marocain, ainsi qu'un ensemble en fait de ministres marocains. Il a publié une vidéo des plus magnifiques en fait sur le Maroc. Il appelait ça en fait Postcards from Morocco. D'accord. Et carte postale du Maroc en français. Et c'est magnifique. Et vous verrez en fait que 50% de la vidéo, elle parle de la diversité culturelle, de la diversité aussi des ascendants marocains, notamment musulmans et aussi hébraïques, d'accord, qui sont non seulement protégés, mais valorisés en fait sous l'institution de Emirat al-Mouminin, d'accord. Une originalité marocaine qui a toujours fait notre force, qui a toujours fait notre diversité et qui sera certainement en fait renforcée par ces institutions qui ont été portées à la haute connaissance, la haute appréciation de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Donc il faut être fiers, et on l'est tous en tant que Marocains. On n'a jamais dit chez nous en fait que vous êtes musulmans marocains ou juifs marocains. On a toujours été tous Marocains unis, aussi bien quand on est ici chez nous que pour la défense en fait de nos intérêts stratégiques, et la souveraineté nationale est à leur tête en fait à l'étranger. La communauté juive marocaine a toujours été présente, d'accord, en force, et elle le sera toujours. Elle a des liens très particuliers par rapport en fait à notre souverain, par rapport en fait à son attachement au royaume du Maroc, et elle contribue de manière efficace, et on lui rend hommage par rapport à cela. Et je pense en fait que ces nouvelles institutions, encore une fois, vont renforcer ce rôle clé, et de beaux jours en fait sont là pour notre pays. Vous savez, je viens de rentrer d'Italie, un respect particulier qui nous a été accordé, non pas pour notre personne, d'accord, il ne faut pas avoir d'orgueil, j'ai beaucoup d'humilité à ce sujet, mais par rapport au fait qu'on soit marocain. Et au plus haut niveau, j'ai eu le plaisir de rencontrer des ministres, des présidents de région, des présidents de grands groupes, un respect incroyable juste parce qu'on était marocains. Donc soyons fiers de notre marocanité, restons comme toujours unis autour de notre roi et bâtissons ensemble la gloire de notre pays, parce que les périodes de crise sont aussi des périodes d'opportunité. Professeur Amine Laridi, expert international en stratégie, en diplomatie économique et souveraineté, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci madame pour cet éclairage. Merci à vous. Covid-19, les chiffres des dernières 24 heures, 1943 nouveaux cas et 2 décès à déplorer. Et pendant ce temps, la campagne vaccinale poursuit son élan. Près de 6,5 millions de personnes ont eu 3 injections du vaccin au moment où le nombre des personnes qui ont reçu la 4e dose est de 10 227. Les initiatives prises pour redynamiser le tourisme se multiplient. Le visa électronique est lancé depuis tout juste 4 jours. Les voyageurs de 49 pays pourront obtenir leur titre d'entrée sur le territoire national directement depuis chez eux, sur la plateforme web mise en place à cet effet. Les professionnels du tourisme s'en réjouissent, les touristes aussi. Reportage à Essaouira Abdelghani Tahraoui avec Nisri El Hamdaoui. Les beaux jours sont de retour pour la cité des Alizés. En cette période estivale, la ville s'anime. L'arrivée des touristes étrangers est un bon signe de relance touristique pour les professionnels du secteur. L'annonce du lancement de visas électroniques marocains pour des voyageurs de différentes régions du monde est une raison de plus pour les acteurs du tourisme d'espérer une saison estivale faste. Le passeport électronique va changer beaucoup de choses, je pense, et va en facilitant l'accès et les démarches, surtout pour les touristes étrangers. Donc ça, c'est une bonne chose, même si les Européens ne sont pas touchés, ce qui est notre clientèle ici, mais tout ce qui est États-Unis et le reste de l'Europe qui n'a pas cet accès facile, ça va vraiment changer la vie. Et le fait d'avoir un visa électronique, ça c'est une superbe nouvelle, sachant qu'on a quand même besoin de beaucoup de touristes qui viennent de partout. Et ça va donner un essor complémentaire à tout ce qui se passe aussi au Maroc. Nous sommes très contents d'avoir entendu les dernières nouvelles à propos du visa électronique qui va faciliter la tâche pour plusieurs touristes qui veulent venir au Maroc. D'ailleurs, on en avait besoin après une si longue fermeture. Dieu merci que maintenant le gouvernement il prend des initiatives dans ce sens afin de pouvoir accueillir plus de monde. Et avec le visa électronique, les gens ils n'ont plus besoin de se déplacer 3 semaines ou 4 semaines à l'avance afin de demander leur visa, mais maintenant c'est devenu très facile en ligne et j'espère qu'on va accueillir beaucoup plus de clients qu'avant. Les hôtels, les restaurants et les espaces de loisirs s'attendent cette année à accueillir des touristes des 4 coins du monde. Cette haute saison est placée sous le signe de la redynamisation du tourisme. 3 jours après le lancement de e-visa, au moins 1000 visas marocains ont été octroyés par voie électronique.
L'épisode caniculaire se poursuit un peu partout dans le pays avec des températures records et cette forte vague de chaleur reste de mise jusqu'en début de la semaine prochaine avec des températures entre 41 et 45 degrés dans les provinces du Rarb, du Loukous, du centre et du sud notamment. De fortes averses orageuses avec rafales de vent sous orage de 60 à 85 km/h sont également prévues dès ce soir et jusqu'à lundi dans plusieurs provinces comme Kharib Gafri, Ben Saleh, Stat, El Hawza, Hamna, Marrakech et Ouarzazate. Et cet épisode caniculaire a malheureusement entraîné le départ de 4 feux de forêt. Des incendies se sont déclarés dans 4 localités relevant des provinces de Larache, Ouazzane, Tétouan et Taza. Les équipes d'intervention poursuivent leurs efforts pour venir à bout des flammes. Des centaines d'éléments et un nombre important d'engins et de camions-citernes sont mobilisés pour maîtriser ces incendies, appuyés par 4 avions Canadair des Forces Royales Air et 4 avions turbotrash de la Gendarmerie Royale. Les températures élevées et les vents forts, notamment dans les provinces de Larache et d'Ouazzane, ont compliqué la tâche des équipes d'intervention. L'incendie déclaré dans une localité située entre les communes de Souk el-Qulla et de Boujdain dans la province de Larache a ravagé jusqu'à présent environ 800 hectares de massifs forestiers, tandis que 80 hectares sont partis en fumée dans l'incendie de Sahl Menzla, province de Larache, et 190 hectares dans l'incendie déclaré dans une localité située entre les communes de Moukris et de Zomi dans la province de Ouazzane. Il a enflammé la toile par ses recettes de cuisine. Le jeune chef cuisinier chef Omar a rendu son dernier souffle ce jeudi après une longue lutte contre la maladie, une dystrophie musculaire qui le contraignait à se déplacer en fauteuil roulant. Le jeune Omar Arshan trouvait refuge dans la cuisine, une passion qu'il partageait avec les internautes sur les réseaux sociaux et qui lui a valu sa nomination en 2020 par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, en tant que jeune défenseur des droits de l'enfant. Que de bonnes nouvelles du côté du football féminin national. La sélection féminine marocaine s'est qualifiée pour les demi-finales de la CAN féminine de football 2022 aux dépens de son homologue bostouanaise sur un score de 2-1 hier soir au complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat. L'équipe décroche ainsi pour la première fois de son histoire son billet pour la Coupe du Monde prévue en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023. Et une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. L'internationale marocaine Rizlan Chebak fait partie de la liste restreinte des nominés pour le titre de meilleure joueuse de l'année, dévoilé par la Confédération africaine de football à une semaine de la cérémonie prévue à Rabat. Rizlan Chebak est également en lice pour ce deuxième titre aux côtés de Sana Msoudi et Fatema Tagnaout, toutes les 3 sociétaires de l'AS FAR. Leur compatriote Yasmine Zouhir concourt, elle, pour le titre de meilleure jeune joueuse et le sélectionneur national Reynald Pedros pour celui du meilleur entraîneur. Nous leur souhaitons toutes les bonnes chances. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. Demain, à cette même place, c'est Nisrina Ozdar que vous retrouvez. Je vous dis à bientôt.